che Silorio Massarini, soutiene Regina Forse. Bonsoir, Esprit, es-tu là? Vous connaissez tous cette célèbre phrase, vous l'avez peut-être prononcée si vous vous êtes livré à une séance de table tournante. Mais d'où vient cette façon d'interpeller les esprits? Qu'est-ce qu'un esprit? Est-ce qu'il reste de nous quelque chose après la mort? Un esprit peut-il être bon ou mauvais? Peut-il nous renseigner sur le domaine des morts, sur ce qu'il y a derrière ce grand rideau si mystérieux qui a fasciné des générations entières d'êtres humains? Eh bien, j'ai ce soir pour nous apporter quelques réponses à ces questions. À mes côtés, deux représentants de l'Union Spirit française et francophone. Michel Buffet, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Sud Radio. Vous êtes vice-président de l'Union Spirit française et francophone, donc vous allez nous accompagner jusqu'à minuit pour nous éclairer justement sur ce domaine, sur le spiritisme. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? En quoi est-ce que cela consiste? Et à vos côtés, Jérémy Philippe, qui est le responsable de tout le département encyclopédie à l'Union Spirit française et francophone. Bonsoir Jérémy Philippe. Bonsoir Louis, bonsoir à tous. Et bienvenue dans les rendez-vous de l'étrange, dans ces aventuriers de l'étrange. Alors je compte sur vous pour nous éclairer sur ce domaine très particulier, répondre aux questions de nos auditeurs sur les esprits et sur ce phénomène qui est la fameuse table tournante. Je me tourne vers vous qui nous écoutez. Si vous avez vécu une séance de table tournante avec des résultats étonnants ou si vous en avez fait, appelez-nous au 0826 300 300 pour poser vos questions à nos invités. Et puis venez poser vos questions parce que ça interpelle quand même. Est-ce qu'un esprit existe? Est-ce que nous avons nous-mêmes, après notre décès, quelque chose qui part vers un ailleurs que l'on ne connaît pas, et est-ce que nous restons là, peut-être autour de ceux qui continuent à vivre, pour leur délivrer quelques messages? Question quand même importante. 0826 300 300, nous sommes ensemble dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Alors Michel Buffet et Jérémy Philippe, nous allons commencer avec vous et nous allons commencer par poser les bases, les principes de base du spiritisme. Je crois qu'on peut commencer par la croyance en un certain nombre de principes. Le premier, c'est l'existence des esprits. Chaque être humain est constitué de plusieurs parties matérielles et immatérielles. Selon vous, qui veut répondre à cette première question? Michel Buffet, Jérémy Philippe? Oui, non, je vais répondre à Michel Buffet. Allez-y. Oui, parce qu'il est bon aujourd'hui de pouvoir établir et corriger une certaine image qui a été du spiritisme en France, très apparentée au phénomène des tables tournantes, alors qu'en fait, le spiritisme est une philosophie, et une morale, et qui est confirmée par des faits. Et les gens, depuis très longtemps, ne retiennent que les faits sans vouloir considérer la doctrine et la philosophie. Ce n'est pas une religion donc, hein? Ce n'est absolument pas une religion, ce ne peut pas être une secte pour une raison bien simple, si vous voulez, c'est que d'abord, il n'existe pas de dogme, il n'existe pas d'église, il n'existe pas de rite, il n'existe pas de pape chez les spirites. D'accord. Bon, et le spirit en lui-même a une devise qui éclaire tout de suite lorsqu'il dit « Hors la charité, point de salut ». Bien. Maintenant, c'est vrai que ce sont des faits que le spiritisme a expliqués, et beaucoup de gens à l'heure actuelle ont une tendance à associer ces faits au spiritisme, croyant que le spiritisme les a apportés, ce qui est une erreur. Les faits spirites existent depuis l'Antiquité et sont déjà cités dans la Bible en de nombreux endroits. Et comme on a une tendance à dire que le spiritisme est attaché à la médiumnité existait bien avant le spiritisme, puisque le plus grand médium qu'on peut dire que l'on ait eu, c'est tout simplement le Christ. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le Christ était un grand médium, a fait ce qu'on a appelé des miracles en fait, mais qui étaient des choses inexpliquées, mais qui s'expliquent par les lois, par des lois qui sont des lois divines. Bien, alors ce qu'on retient déjà, c'est une philosophie. Oui. Ça n'est pas une secte, parce que bon, on le saurait, vous seriez mentionné dans ce fameux rapport que le gouvernement a établi, et vous n'y êtes absolument pas. C'est une philosophie qui existe depuis fort longtemps et qui est arrivée en France. On parlera un peu plus tard de l'aspect historique d'Alan Kardec, évidemment. Mais d'abord, la partie, décrivez-nous selon votre philosophie, la partie matérielle et immatérielle de chaque être humain. Donc, dans le livre des esprits,
esprit qui est que Alan Kardec a eu la charge, qui s'appelait en fait Hippolyte Rivail, a eu la charge de codifier sur la demande pressante de certaines personnes. Il a pris 6 cahiers de communication spirite qui ont choqué un petit peu par les propos, par les concordances, malgré des écarts géographiques, des personnes de l'époque, et qui ont demandé à Rivail, qui était connu, lui, pour son esprit de synthèse, de bien vouloir tirer ça au clair. Rivail, c'est Alan Kardec, hein? Alan Kardec, voilà. Qui s'est appelé dans tout son travail de spirit, Alan Kardec. Ouais. Donc il a codifié ces messages venus de l'au-delà, et il en a tiré le livre de base, qui est la codification spirit. C'est 1019 questions-réponses, données par les esprits eux-mêmes, sur d'où l'on vient, ce que l'on est et où l'on va, notre devenir. Ouais. Ce livre s'appelle le livre des esprits. Ce qui est quand même les questions fondamentales que tout un chacun est amené un jour à se poser finalement. Hein. Absolument. Donc les esprits ont expliqué d'où on venait, c'est-à-dire que nous sommes créés au départ esprits, et ensuite pour nous incarner nous avons un corps, et qu'entre les deux il existe une enveloppe semi-matérielle qui a été appelée le périsprit. Donc ces 3 parties font que on nous explique dans le livre des esprits que l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? C'est le principe intelligent qu'il y a dans l'univers, et que d'autre part, il est créé aussi la matière auquel est associé l'esprit. Et l'évolution va se faire esprit-matière, avec le stade du vivant, le stade de l'homme, l'apparition de la conscience, l'apparition du libre arbitre et de la responsabilité, etc. Ouais. Cette évolution, comme elle est continue dans le temps, si vous voulez, elle se fait par le biais de la réincarnation. Oui. C'est ce qui explique que nous sommes une philosophie réincarnationniste. D'accord, donc pour résumer, l'homme a son enveloppe charnelle, l'enveloppe biologique, et puis ce que certaines religions appellent l'âme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, mais dans le monde spirituel. Parce que après la mort, si vous voulez, l'âme redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. D'accord, et ensuite elle se réincarne à nouveau pour continuer son cheminement et se perfectionner au fur et à mesure des expériences de vie. Et il nous précise dans le livre des esprits, le but de la réincarnation, c'est l'expiation, l'amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Donc la réincarnation est un principe de justice et d'amélioration. Jusque-là, je vous suis parfaitement. Mais alors, dites-moi, comment est-ce que que devient l'esprit une fois que la personne est décédée? Parce que là, vous avez une idée là-dessus, sur ce qu'elle devient, où elle évolue, et comment elle se manifeste. Bien sûr. Donc, si vous voulez, le livre des esprits, les esprits ont précisé qu'en fait, l'esprit est créé au départ par Dieu, simple et ignorant. C'est au fur et à mesure de l'évolution de ces réincarnations, de ce qu'il va vivre, les qualités morales qu'il va obtenir, ou alors dans ce qu'il fera de mal, les réincarnations avec des peines que certains appellent le karma qu'il faudra passer jusqu'à corriger ce que l'on a mal fait et continuer de nous améliorer. C'est très bouddhiste finalement, hein? C'est un point commun que l'on a avec eux, à la différence que nous disons, on ne peut pas se réincarner dans une enveloppe inférieure, c'est-à-dire on ne peut pas se réincarner animal. Oui, par exemple, c'est vrai que les bouddhistes, eux, disent qu'on peut se réincarner dans un animal. D'accord. Okay. Tandis que nous disons, on ne peut pas redevenir moins bon qu'on était auparavant. On peut avoir des conditions de vie moins bonnes, mais on ne peut pas rétrograder par rapport à ce que l'on est au fond de soi-même et ce que l'on a acquis. Humainement, on devient meilleur de vie en vie, quoi. Voilà. Donc ce qui est surtout très important, et nous aurons l'occasion d'y arriver, c'est que lorsqu'on retourne dans le monde spirituel au moment de la mort, dans le monde spirituel, on n'est pas meilleur que ce qu'on était sur la Terre. Ah, d'accord. Donc le monde spirituel n'est pas un monde merveilleux où il y aura obligatoirement que des esprits parfaits. Donc quand on se met en rapport avec l'au-delà par l'intermédiaire des médiums, il faut savoir que de l'autre côté, on ouvre une porte dont on ne connaît pas les interlocuteurs. C'est-à-dire que dans le monde des esprits, c'est comme finalement dans le monde humain, celui que nous connaissons sur la Terre, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des escrocs, il y a des génies, il y a des gens extraordinaires. Bien sûr. Donc c'est pour ça, il est très important de dire à ceux qui, pour des futilités, essayent de se mettre en rapport avec le monde spirituel, attention à celui qui va vous répondre. On peut mal tomber.
Oui, et je vais vous dire, on a plus de chances de mal tomber que de bien tomber. Pourquoi ? Parce que les esprits qui restent attachés à la planète, à la Terre, autour, sont des esprits qui sont encore très matériels, donc qui ont des difficultés naturelles à pouvoir s'éloigner de cette planète. Donc, sur cette planète, on est plus entouré d'esprits peu évolués que d'esprits évolués. D'accord. Donc, ce qu'ils auront à nous dire, c'est pour ça que le piège, c'est aussi de se dire, de l'autre côté, il y a des esprits trompeurs, des esprits menteurs, des plaisantins, vous voyez, alors qu'en fait, les spirites disent, ce qui est intéressant dans le spiritisme, lorsque les esprits ont quelque chose à apporter, c'est l'enseignement qu'ils vont nous apporter et la qualité de cet enseignement. Donc, nos critères à nous, lorsqu'on est en rapport avec un esprit, c'est de critiquer ce qu'il va nous apporter pour voir à qui l'on a affaire. Oui, ce n'est pas parole d'évangile, quoi. C'est pour Absolument. Pourquoi voulez-vous... Quand les gens essayent d'avoir des nouvelles de personnes décédées, oui. Pourquoi voulez-vous que celui qui est derrière soit meilleur qu'il était avant ? Ben, je sais pas, vu qu'il s'est désincarné, il redevient libre de toute contingence matérielle, donc on se dit mais il n'est pas meilleur pour autant. Oui. Les communications de certains esprits qui nous décrivent le monde spirituel nous font comprendre qu'il y a des gens de l'autre côté qui se réunissent encore entre eux et qui souffrent. Donc finalement, quand on meurt, selon votre philosophie, on n'est pas sûr d'aller mieux après, quoi. On se réincarnera pour devenir meilleur, en se corrigeant au fur et à mesure des réincarnations. Le but étant de devenir à la création simple et ignorant comme esprit, et arriver à être pur esprit, c'est-à-dire avoir accès à la connaissance divine, et de devenir parfait. Et donc à ne plus avoir à se réincarner, si j'ai bien suivi le processus. Absolument. Et à ce moment-là, ces esprits-là participent à l'œuvre divine. Oui. C'est-à-dire à la création et au renouvellement des mondes, etc. Michel Buffet, je crois qu'on a bien posé les bases d'une conversation qui va être riche ce soir avec vous et en compagnie également de Jérémy Philippe qui est à vos côtés jusqu'à minuit dans le cadre de ces aventuriers de l'étrange. Une pause et on va se retrouver dans quelques instants avec, je l'espère, nos auditeurs qui vont nous appeler participer à cette conversation qui s'annonce passionnante. Si vous avez des questions, j'imagine que plein de questions viennent à votre esprit comme ça en écoutant déjà les principes de base qu'a évoqué Michel Buffet de l'Union Spirit française et francophone. Vous nous appelez au 0826 300 300. Pensez-vous, vous aussi, que après la mort, l'esprit continue à vivre? Pensez-vous que la réincarnation peut être une réalité? Apportez-nous votre opinion au 0826 300 300. Et enfin, si vous avez fait tourner des tables, donc essayez de rentrer en communication avec ces esprits, appelez-nous également. Cyril vous attend à notre standard. 0826 300 300. Michel Buffet et Jérémy Philippe sont avec nous jusqu'à minuit pour répondre à toutes vos questions. Kelly Clarkson, Because of You sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, très belle chanson. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler du spiritisme. En quoi est-ce que cela consiste? Que pensez-vous de ce principe énoncé par un de nos invités, Michel Buffet, qui est vice-président de l'Union Spirit française et francophone, qui est celui de la réincarnation où un esprit, j'allais dire une âme, c'est des formations catholiques, où un esprit revient s'incarner sur Terre pour se bonifier, vivre plusieurs vies jusqu'à devenir totalement parfait. Michel Buffet et Jérémy Philippe sont en notre compagnie. Donc, Michel Buffet, la réincarnation est vraiment un principe de base, finalement, de cette philosophie spirit. Bien sûr, c'est le principe de base et ce qui justifie que l'on puisse tous évoluer, puisque au départ, Dieu nous crée tous identiques, puisque l'esprit est créé simple et ignorant au départ. La matière qui sera liée sera le moyen pour lui de s'améliorer sur le plan matériel. C'est pour ça que le monde spirituel, si vous voulez, fait que l'esprit est créé immortel, mais qu'il s'incarne dans la matière pour pouvoir évoluer avec la matière, devenir meilleur, que ce soit par le biais de la souffrance, que ça soit, c'est lorsqu'il fait des erreurs, pour être en harmonie avec ce qu'on appelle les lois divines. Donc il se réincarne au fur et à mesure jusqu'à devenir pur esprit. C'est la justification du monde matériel où l'on est. Mais dites-moi, il doit y arriver, vous savez, l'humanité est tellement grande qu'il doit y arriver des moments où une personne retrouve peut-être sa vie antérieure?
Il y a des cas où des réminiscences de vie antérieure peuvent arriver, effectivement. Bon, en général, si vous voulez, les choses sont bien faites, Dieu ne néglige rien, et pour corriger ce que nous appelons, nous, la loi de causalité, et ce que certains appellent le karma, Oui. il nous est quelquefois imposé, pour réparer des erreurs, de vivre avec des gens, de nous réconcilier avec des gens que l'on a peut-être malmenés dans d'autres vies. Oui, qu'on retrouve donc sous d'autres formes, etc. Voilà, Ouais, oui. jusqu'à réparer Ouais. ce qui était mal, et la réminiscence de vie antérieure, si on savait tout, ferait que cette réconciliation deviendrait impossible. Ouais, ouais, ouais. Donc cela explique pourquoi nous n'avons pas accès aux vies antérieures. Mais il arrive Que des fois, il y ait justement ces réminiscences, bien entendu, et bon, beaucoup de personnes ont quelquefois des interpellations sur des lieux en se disant je les ai déjà connus, Oui, je sais pas où, vous voyez. Oui. Tout comme d'autres personnes ont connaissance beaucoup plus en détail de vies passées. Exemple, Léon Denis, qui a été le grand écrivain de la partie philosophique du spiritisme, lui avait connaissance de ses vies antérieures où il avait été militaire, etc. Ouais. Justement, Michel Buffet et Jérémy Philippe, nous avons un premier appel, un témoignage d'Isabelle qui nous appelle de Haute-Garonne. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Haute-Garonne, hein? Oui. Alors, dites-nous, vous, ce qui vous a poussé à nous appeler, vous avez ressenti quelque chose de très particulier. Je dirais que j'ai été victime d'une réincarnation. Victime parce que je n'étais pas du tout cliente de ce genre de choses. Ouais. Je savais vaguement que ça existait parce que j'avais des amis que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance et qui me l'avaient dit. Donc je me disais, ça peut exister, une hypothèse de plus. Oui, voilà, vous en aviez entendu parler, pas plus que ça, quoi. Voilà, Ouais. et puis il est arrivé quelque chose dans ma vie. Ça a été fulgurant, ça a été extrêmement violent et ça est arrivé il y a 3 ans et je suis tout juste en train de m'en remettre. Ouais. Et d'un claquement des doigts, je dirais, j'ai quitté mon mari avec qui j'étais mariée depuis 30 ans mais qui n'était pas un mariage heureux. Il est arrivé chez moi un jeune homme qui est venu refaire mon toit. Oui. Et il avait l'âge de ma fille et quand je l'ai vu passer dans la fenêtre, je l'ai vu comme un homme. Ça n'était pas du tout mon habitude de regarder les garçons qui ont 25 ans de moins que moi et encore moins de les voir comme des hommes. Comme des hommes, je les voyais comme des enfants. Et je me suis mise à aimer ce garçon mais de manière très très profonde. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le coup de foudre, quoi, en quelque sorte, vraiment. Oui. Oui. Et ce garçon, je ne me voyais ni dans ses bras ni dans son lit. Il est resté 3 mois chez moi, avec un autre garçon à peine plus jeune que lui, avec qui j'ai noué des sentiments maternels immédiatement. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était un bain d'amour extraordinaire. Il y a eu des petites bulles où on s'est retrouvés en phase. Il est revenu faire mon toit, et un toit, ça n'est pas anodin. Et 3 mois après qu'il soit parti, tout d'un coup, en faisant de la relaxation ordinaire, j'ai eu la certitude s'est imposée à moi que ce garçon avait été mon mari. En 1914, ce garçon avait été mon mari, ce gamin, mon fils, et ma seconde fille était ma fille, et nous avions formé une famille. Ah, c'est extraordinaire, ça. Et alors, ça vous est remonté comme ça à la surface du plus profond de vous-même, comme étant une certitude. Voilà, ça n'a pas été de doute, je me suis pas dit, et si ça avait été mon mari, et si j'avais une autre vie intérieure, etc. C'est tombé comme ça. Vous savez, quand tout d'un coup vous avez faim, vous avez mal à l'estomac. Vous avez la certitude que vous avez faim. C'est une évidence, oui. C'était une évidence. Il avait été mon mari, et mes enfants étaient mes enfants. Et 3 mois avant, le plus jeune homme qui avait une 20aine d'années et ma fille s'étaient rencontrés et ils s'étaient entendus comme l'arôme en foire. Tout de suite, comme ça. Tout de suite. Ils s'étaient reconnus. Moi, j'ai le sentiment qu'ils s'étaient reconnus et moi, je n'ai reconnu tout ça que 3 mois après. Alors, ma première réaction, ça a été, mais tu travailles du chapeau. Heureusement que je connaissais des gens qui étaient un peu versés là-dedans, que j'ai appelé, j'ai dit, voilà, ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la personne que j'ai appelée m'a dit, mais tu sais, quand tu es venu me voir la première fois, ça je l'ai su tout de suite, mais je ne pouvais rien te dire. Ou tu le découvrais toute seule, ou tu ne le découvrais pas.
Mais alors, ce que vous avez découvert, là, vous nous avez cité une date, par exemple, 1914. Oui. Ça vous est venu comment? Parce que je suppose qu'une fois que vous avez eu cette certitude qui vous est tombée dessus, vous avez essayé de comprendre, évidemment, parce que ça doit déboussoler, ça doit déstabiliser un peu. Tout à fait. J'ai fait des recherches. Alors, il y avait des choses que je savais. J'ai fait des recherches. Je le vois. Oui. Il part avec un costume de velours marron et il me dit je reviendrai. Et il n'est jamais revenu. Comme beaucoup, malheureusement, pendant cette Première Guerre mondiale. Oui. Voilà. Et alors, je me dis, avec les connaissances historiques que j'ai, je me dis, mais c'est pas possible. Il va avoir dans les 35 ans. Et pour moi, on prenait d'abord les classes qui étaient au front. Ouais. Et au fur et à mesure, Oui, ça s'élargissait, on voilà, prenait les plus vieux et les plus jeunes. Troupes, voilà. Tout à fait, les troupes au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Ouais. Et puis j'ai attrapé un livre d'histoire et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Le 1er août 14, on a mobilisé les hommes de 20 à 45 ans. Donc 35 ans, c'est normal qu'ils soient partis. C'était quelque chose que je ne savais pas. Et si vous me l'aviez dit, j'aurais dit non, c'est pas possible. Mais dites-moi, vous êtes née quand, Isabelle? Moi, je suis née en 1956. En 1956. Et dans la vie précédente, vous seriez décédée quand? Je pense que je suis morte en 1920 de la grippe espagnole. Et que j'ai abandonné mes enfants. Du fait de mourir, j'ai abandonné mes enfants. Mais alors, dites-moi, comment vous le vivez maintenant? Je le vis très difficilement. Enfin, c'est un peu tout mélangé. Ça a bouleversé ma vie naturellement. Bien sûr. Et autant le jeune homme qui était mon mari vit sa vie. Oui. Tant que j'ai aucun contact avec lui, mais je pense que d'une certaine façon, il a été bouleversé. Il y a quelque chose qui est là, qui ne s'explique pas et qui est là. Mais l'autre jeune homme qui était mon fils s'est suicidé. Oui. Il s'est suicidé cet été. Mais bon, ça n'est pas de votre fait, malheureusement. Vous n'y êtes pour rien. Je n'y suis pour rien, mais je me dis, parce qu'avec lui, il y avait aussi une histoire un peu particulière, c'est que la mère de ce garçon s'était suicidée, et je me suis retrouvée, moi, dans la position... J'ai fait des rêves particuliers, et j'ai eu des espèces de trucs, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que j'ai pas le vocabulaire. Vous êtes devenue une mère de substitution, en quelque sorte, ou vous senti... Je suis devenue une mère de substitution, parce que la mère de ce petit mort m'a confié ce petit. Oui. Il m'a dit, je te passe le relais. Et en fait, ce petit qui avait été mon fils... dans une vie précédente. C'est vraiment compliqué. Je me suis sentie vraiment la mère de mon fils. Il s'est senti mon fils aussi, je pense, parce qu'il est venu me voir 2 ou 3 fois. Et puis, il est mort. J'ai appris sa mort la veille de partir en vacances. J'ai pas encore réussi, je dirais d'une certaine façon, à le pleurer. Ouais. Je vais faire ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas que ça magazine. Mais... ça a été une expérience très très violente, très très violente parce que ça a été nimbé d'un amour extraordinaire. Ils sont revenus tous les deux me faire le toit parce que avant de refaire mon toit devait être refait un an avant. L'artisan s'est désisté, je me suis retrouvée donc avec une autre maison et 6 mois avant la réfection de mon toit, le maître compagnon est venu à Toulouse chercher le petit compagnon, je ne sais pas si vous me suivez bien, pour l'avoir sous son aile et pour pouvoir le former. Ouais. Ils avaient 4 ans de différence et ils avaient des rapports, mais vraiment, c'était le père et le fils et moi je le voyais. Ouais. Si je puis me permettre, ça n'est pas un cadeau que la vie vous a fait là, de découvrir, si tant est que ce soit vrai, de vous faire ce cadeau de la connaissance d'une vie antérieure finalement. Oui, pour moi ça a été un cadeau. Ah, ça a été un cadeau. Vous considérez que c'est un cadeau malgré tout? Ça a été un cadeau parce que nous nous aimions profondément. Nous étions une famille très unie. Nous nous aimions profondément et ça a été la réincarnation de cet amour qui est ressorti et qui m'a donné à moi une force extraordinaire. J'ai quitté instantanément mon mari avec qui je n'étais pas heureuse depuis longtemps. Oui. Et je n'ai pas pris la décision de quitter mon mari. C'est comme un claquement de doigts, une idée qui s'impose à vous. C'est fini. Et cet amour qui se réincarnait m'a donné la force de grandir et de ne plus être dépendante affectivement du mari que j'avais.
puisque malgré un ménage malheureux, on pouvait dire que j'étais dépendante effectivement. Ouais. Là, j'ai pris mon autonomie et je me souviens, je me dis, mon Dieu, mais j'avance dans le noir, je ne sais pas où je vais, mais j'ai une confiance totale. Pour moi, ça a été une chance, ça a été une très très grande chance. Bon, le petit s'est suicidé, ça, je sais pas pourquoi. Enfin, je le sais parce qu'il a dit, maman me manque trop, je vais la rejoindre. Et c'était sa mère, donc. Bien sûr, oui. Mais le grand, j'espère qu'il mène bien sa barque, parce que je voudrais qu'il soit heureux. Isabelle, vous restez avec nous. Oui. J'aimerais que nous entendions Michel Buffet ou Jérémy Philippe pour réagir à cette histoire très poignante que vous nous avez confiée, et je vous en remercie. Michel Buffet, qu'en pensez-vous? Bien, ce que j'en pense, ça rentre dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il arrive des moments où certaines manifestations de vie antérieure sont provoquées et nous font remonter plein de souvenirs. Je pense que beaucoup de gens dans la vie rencontrent d'autres personnes en se disant « c'est la première fois que je le vois, mais j'ai l'impression déjà de le connaître ». Ça nous arrive à tous. Maintenant, il faut savoir, quand on parle des réincarnations, que l'esprit n'est pas solitaire. Il existe des familles, et des familles spirituelles. Et nous nous aidons les uns les autres, lorsqu'on est encore dans le monde spirituel, ou que l'on s'est déjà incarné, pour se retrouver et s'entraider. Ce qui fait que, comme je vous expliquais, soit pour progresser, des esprits familiers reviennent avec nous, ou pour la loi de causalité, en réparation, d'autres peuvent venir. Donc, ça fait des composantes le long de notre incarnation qui va faire que lorsqu'on peut très bien croiser quelqu'un que l'on a déjà connu ou aimé dans une vie antérieure, mais le monde spirituel, c'est le monde vibratoire. Et ces croisements font que, au niveau de l'esprit, il y a un ressenti qui apparaît, qui touche le sentiment et qui fait remonter des connaissances antérieures et des sentiments antérieurs. Et j'ai l'impression que Isabelle, c'est ce qu'elle a connu. Et ce n'est pas un amour physique comme on peut penser, lorsque l'on vit. Mais ce qui apparaît... C'est plus fort que ça. Ah, bien sûr. C'est du domaine spirituel. Et il faut savoir que le monde spirituel, il n'y a pas le voile du corps et de la matière. L'esprit et la dimension de l'esprit fait que tout est multiplié. Et que l'amour pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui vous enveloppe, comme certains ont pu déjà le décrire, qui sait ressentir ce que l'autre a pour nous. Comme ce que Isabelle a vécu avec ce compagnon qui est venu... C'est ça que je veux vous dire. Ça s'explique au niveau de l'esprit, ce ressenti. Il se peut qu'il y ait même que ça provoque un début d'extériorisation de l'esprit par rapport au corps, qui va faire que des sentiments ou des passions anciennes peuvent remonter. Et je pense que sur le sujet, Jérémy Philippe pourrait apporter quelques notes complémentaires de ce sujet qu'il lui connaît lui aussi très bien. Oui, donc on peut comprendre, je pense, dans ce cas aussi, la nécessité de l'oubli. Parce qu'on a parfois comme remarque contre la réincarnation que à quoi ça sert d'oublier ce qu'on a pu apprendre d'une vie à l'autre. Pourquoi est-ce que tous les efforts qu'on a pu entreprendre dans une vie n'ont pas finalement servi dans l'autre vie? En vérité, l'esprit garde son moi profond qui se transmet d'une vie à l'autre. Il se construit une nouvelle personnalité à chaque fois, mais ce qui fait la personne elle-même en profondeur se conserve. C'est tout ce qu'elle aurait vécu dans ses vies précédentes. Voilà, c'est elle-même. Et qui peut se manifester quand les conditions le permettent, quand des circonstances exceptionnelles, donc ce qui s'est passé avec la rencontre de la personne, peut rejaillir. Et cet oubli, il est aussi sage qu'il existe, parce que quand on prend conscience du traumatisme que certaines vies de souffrance peuvent provoquer, on ne voit pas comment on pourrait progresser et reconstruire
En se traînant un sentiment soit de culpabilité ou de souffrance. En se martyrisant. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. C'est le même mécanisme d'ailleurs qui a lieu dans la vie, dans notre vie actuelle. On oublie certains traumatismes du passé et puis grâce à cet oubli, le temps passant, on parvient à se reconstruire et à avancer. Ouais. Jérémy Philippe et Michel Buffet, nous allons faire une pause évidemment. Je remercie Isabelle. Isabelle, merci vraiment pour ce témoignage très joli. Michel Buffet, Jérémy Philippe, parlons un petit peu des esprits qui restent sur Terre. Donc, selon votre philosophie, ils sont sans cesse autour de nous finalement. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que, si vous voulez, s'il y a le spiritualisme, lui, qui dit qu'il croit, comme beaucoup de religions, qu'il croit aux esprits, Allan Kardec, lui, a démontré en créant ce néologisme de spiritisme qu'il parlait, lui, de l'interférence permanente du monde des esprits dans le monde des incarnés. Ouais. Si bien que nous sommes évidemment entourés d'esprits en permanence qui voient ce que nous faisons ou qui connaissent ce que nous pensons. Lorsque des gens voient des apparitions ou voient des fantômes, en fait, ils voient des esprits. Mais comment est-ce que, parce que c'est quand même inquiétant de se savoir en permanence épié, observé, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être, enfin je sais pas, si on prend conscience de ça selon vous, ça va pas être facile à vivre, non? Les esprits arrivent en fait... Jérémy Philippe, oui. Les esprits arrivent en fait autour d'une personne par la loi d'affinité. C'est-à-dire que s'il y a des esprits qui se trouvent dans un endroit qui correspond à leur niveau d'évolution, il y aura des personnes incarnées qui auront ce niveau d'évolution. C'est-à-dire que... Un exemple, parce que... Par exemple, une personne qui va dans un bar, qui boit, qui a des problèmes d'alcoolisme, etc., il va attirer à lui des esprits de la même évolution. Qui ont bu, par exemple, dans une vie passée et qui recherchent également ce vice. Et l'interaction qu'on parle, qui peut être permanente, elle est telle que, par exemple, cette personne, quand elle rentre chez elle et que machinalement elle va prendre un verre de whisky, que sans se rendre compte elle va boire 2-3 gorgées, etc., eh bien ça peut être des sollicitations de l'esprit qui l'accompagne. Ah oui, qui le pousse à faire ça, vous voulez dire? Il le pousse à faire ça. Et donc ce genre de comportement est décrit par Allan Kardec comme étant le début d'une obsession. Mais dites-moi, parce que l'union spirite française et francophone et le spiritisme en général existe depuis très très longtemps, depuis le 19e, il a eu une place prépondérante dans la société française, voire même européenne et mondiale. Il y a eu des expérimentations pour essayer de prouver de manière scientifique ça, non? Alors exact, quand Allan Kardec s'est désincarné, quand il est mort, donc deux successeurs ont pris donc la suite du mouvement spirit, Léon Denis, plus particulièrement pour la partie philosophique, et Gabriel Delanne, plus particulièrement pour développer le caractère scientifique du spiritisme. Et donc Gabriel Delanne a travaillé avec les plus grands médiums de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et ceci a débouché, en concertation avec Léon Denis et Jean Meyer, qui était un mécène spirit, en 1919, sur la création de l'Institut Métapsychique International. Donc la mission de cet institut était de donner une base scientifique solide au mouvement spirit et également, comme le spiritisme en fait est une philosophie progressiste, de découvrir de nouvelles lois et de l'intégrer au spiritisme. L'Institut Métapsychique International qui existe encore de nos jours, hein? Alors effectivement, cependant, on peut dire que à la mort de Jean Meyer en 1931, il y a eu des restructurations des sociétés qui géraient l'Institut Métapsychique International et celui-ci a été repris par la suite par des parapsychologues. D'accord, d'autres scientifiques. Mais enfin bon, ça c'est pas le sujet de ce soir. Dites-moi un peu, en ce qui concerne ces expériences qui ont été menées pour essayer de prouver l'existence des esprits et de l'interaction des esprits sur sur notre monde à nous. Alors, pour prouver l'existence des esprits, il faut se placer dans des conditions où un médium
puisse montrer qu'il existe une intelligence qui peut se manifester en dehors de la connaissance des médiums, donc qui apporte quelque chose. Une information que le médium n'a pas. Une information que le médium n'a pas. Oui. Alors, ces conditions, elles peuvent exister donc avec des moyens de contrôle. Elles peuvent exister au sein d'un centre spirit où on met en place en fait un médium qui travaille avec autour d'autres médiums qui travaillent et de manière indépendante qui essayent d'obtenir des mêmes choses et donc qui corroborent les informations qui sont données. Mais le plus difficile en fait c'est de faire émerger une information qui ne soit pas issue de l'inconscient ou du conscient des médiums et de pouvoir le vérifier. Bon, même avec ça, je dirais, l'imagination humaine est fertile et certains peuvent toujours trouver des biais d'explication. Ça peut être de la voyance, par exemple. Ça peut être de la voyance. Après tout, si c'est un médium, il peut avoir des talents de voyance également. Enfin, il ou elle, en l'occurrence. Donc la médiumnité, elle est multiple. Il existe plusieurs types de médiumnité. Mais le plus grand médium qui a donné des preuves vraiment pertinente dans ce sens-là, c'est Chico Xavier au Brésil. Donc qui lui a réussi à donner à des milliers de familles, il était vraiment connu pour ça, à des milliers de familles, des preuves en termes d'information des esprits qui étaient des esprits des morts en fait, des familles. Donc il était connu pour ça, pour donner des détails intimes qui existaient entre les personnes et donc pour prouver que effectivement l'âme du défunt avait survécu. Et donc il donnait des nouvelles de ceux qui sont partis à ceux qui sont restés, quoi. Voilà. Mais des nouvelles vraiment, probantes que seule la famille pouvait connaître, des détails précis, particuliers que seule une poignée de gens pouvaient connaître, ou peut-être qu'une seule personne pouvait connaître. Absolument. Et donc des dossiers existent, très précis, très documentés. Il a aidé également la justice, donc il a fait émerger des informations qu'a priori personne ne pouvait connaître, découvrir. Et donc des dossiers très précis existent, sur des meurtres, livres, sur des choses comme ça. Sur des meurtres, des choses comme ça. Donc avec Michel Buffet, nous sommes rendus au Brésil l'été dernier d'ailleurs, et nous avons pu voir les originaux, les messages psychographiés par ce médium vraiment fabuleux, et les dossiers qui ont été constitués, et donc et qui ont obtenu des résultats. Qui a obtenu des résultats, absolument. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous parler, vous savez, la série Medium qui existe à la télé, qui passe. Oui, j'en ai entendu parler, sans l'avoir vu, malheureusement. Il faudrait que vous regardiez, parce que d'abord c'est une belle série américaine, mais bien faite, et il s'agit d'une femme, une mère de famille, qui a des dons de médiumnité, et qui travaille avec un procureur général aux États-Unis, qui enquête, et qui, elle, grâce à ce talent de médium, réussit à dénouer des affaires qui seraient restées affaires classées sans suite, sans un talent de médiumnité. Donc vous êtes en train de nous dire qu'au Brésil, actuellement... Alors, Chico Xavier est décédé en 2002. D'accord, donc jusqu'à récemment, quelqu'un faisait ça. Oui, et d'ailleurs, quand il est décédé, il y a eu des queues de personnes de plusieurs kilomètres pour... parce qu'il a aidé tellement de personnes dans des conditions très humbles que il a provoqué ça. Mais cette personne, ce médium disait, pour se replacer dans un cadre un peu plus réel, qu'il lui avait fallu 40 ans de pratique médiumnique pour pouvoir donner des messages précis aux personnes, pour pouvoir vraiment s'assurer de ne pas se tromper dans les informations qu'il donnait. C'était pas une histoire de flash, de voyance, c'était des messages écrits avec vraiment force de détail. Comment est-ce qu'il procédait? Il, entre guillemets, travaillait de quelle manière? Alors, il travaille de la même manière, en fait, qu'on travaille dans les centres spirites en France et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on commence par une réunion avec des lectures d'ouvrages spirites, avec une prière, un recueillement, un sérieux, et toujours procéder également de manière gratuite. Et donc là, dans ces conditions, le message qui est obtenu est sérieux. Et avec l'expérience et l'éducation, le médium
peut arriver à produire ce genre de choses. Comment, de manière d'écriture automatique, par la voix, par... Donc il existe divers types de médiumnité. Donc lui, Chico Xavier avait effectivement ce don de l'écriture automatique, mais il existe des médiums, comme vous l'avez dit, à incorporation, donc où les médiums prennent le contrôle l'esprit prend le contrôle du médium et s'exprime à travers sa voix. Il y en avait une très célèbre en France qui s'appelait Jeanne Laval, et qui faisait des incorporations à trans complète et qui, complètement transfigurée, avait la voix de l'esprit. Sa voix disparaissait, même des voix très graves, sa voix disparaissait, s'effaçait, et à travers elle, donc des messages pouvaient être donnés avec une marque, une authenticité qui était vraiment frappante. Oui, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre la voix, par exemple, d'un homme, s'il s'agissait d'un homme, avec les intonations que ça suppose, et la personne... Et on pouvait reconnaître. La voix en plus, on pouvait reconnaître la voie de la personne décédée. Il y avait une expression d'authenticité qui était vraiment sidérante. Et donc cette médium, Jeanne Laval, a par exemple été étudiée par le docteur Osty, qui a dirigé l'Institut Métapsychique International. Donc elle a été étudiée et elle a produit des ouvrages entiers, qui, par exemple l'heure des révélations. Comme Chico Xavier, je dirais, Chico a produit 400 ouvrages psychographiés, ce qui est absolument gigantesque. Oui. Et sur tous les sujets. Il avait une éducation, une instruction très humble, et malgré ça, il produisait une réflexion philosophique et même scientifique qui était largement en dehors de ses connaissances personnelles. Mais dites-moi, je vais vous poser une question peut-être un peu gênante, mais quelqu'un comme Chico Xavier, dont vous parlez, qui avait un talent de médium reconnu, pourquoi est-ce que ceux qui sont décédés n'ont-ils pas pu lui donner des informations, je ne sais pas moi, pour trouver le remède pour lutter contre le sida, par exemple, pour trouver une manière de lutter efficacement contre les différents cancers, vous voyez des choses comme ça? Mais parce que la souffrance est utile à l'avancement de l'humanité. Donc l'essentiel n'est pas que tout le monde aille bien tout de suite. L'essentiel est que tout le monde arrive par le travail et parfois par la souffrance à progresser. Ça, c'est très judéo-chrétien comme discours, oui. Le spiritisme a un caractère moral et qui est absolument chrétien. Alan Kardec a écrit un livre qui s'appelle l'Évangile selon le spiritisme et qui est l'ouvrage le plus vendu en matière de spiritisme au Brésil, qui représente plusieurs centaines de milliers de volumes. Et effectivement, on retrouve ce type de raisonnement judéo-chrétien parfois. Et la tombe, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais la tombe d'Alan Kardec, qui est au Père-Lachaise à Paris, je crois que c'est la tombe la plus visitée Oui, la plus visitée et la plus fleurie. Oui, c'est vrai. Oui. Toujours autant. Et Alan Kardec est décédé il y a fort longtemps, en 1869. Exact. Le 31 mars, à rajouter derrière vous, Michel Buffet, effectivement. Messieurs, je vous propose d'accueillir Patrick de Bayonne qui nous appelle au 0826 300 300. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez pour nous raconter quelques expériences de table tournante que vous avez pratiquées. Oui, un peu intimidé. oui, je vous comprends. Mais allez-y tranquillement. Ça s'est passé quand d'abord? Il y a combien de temps? On avait 15 de 16 ans, donc moi j'ai 39 ans, donc ça fait 24 ans maintenant, quoi. Ouais. Et puis on faisait ça avec 2 ou 3 copains et 2 ou 3 copines. Ouais. Donc on était toujours ensemble, quoi, et on faisait ça le samedi, parce que moi j'étais à l'école... Donc j'étais en internat, quoi. Bien sûr. Et c'est toujours à Strasbourg, puisque j'habitais à Baden-Baden à l'époque. Mon père était militaire. Ouais. Et c'est toujours comme ça que ça commence. D'ailleurs, entre copains, on se dit tiens, on va faire une table tournante, quoi. Voilà, oui. Donc on faisait avec le verre, donc les doigts dessus. Ouais. Donc chacun un doigt, et puis on appelait Esprit es-tu là, comme on fait tout le temps, quoi. Ouais. Et ce soir-là, on avait déjà fait une fois, et on avait repris la table, donc on s'arrêtait de temps en temps, parce que pour boire un coup comme ça, pour déconner un peu. Ouais. Et est-ce que ça marchait? Est-ce que vous aviez quelques résultats? Ah oui, on avait des résultats, et des résultats probants, parce que, si vous voulez, à chaque coup, on demandait des indications sur les gens qui étaient, donc les copains et les copines, et à chaque coup, on nous répondait, et les esprits nous donnaient leur nom, puisqu'on mettait des lettres tout autour de la table. Oui. Avec des bouts de papier, quoi, comme... Ouais. Et donc, ils nous donnaient leur nom, leur métier, ça dépendait, quoi. Et puis, ça faisait
Ça faisait 4 ou 5 mois qu'on faisait ça, quoi. Donc on était quand même habitués à la chose, quoi. Ouais. Et il se trouve qu'un soir, on avait repris la table, donc on avait remis le doigt, on avait appelé un esprit, et on lui avait posé quelques questions, le métier, donc il était militaire, qu'est-ce qu'il faisait, et puis donc on lui a demandé son prénom, et il voulait pas nous le donner. Alors, bon, intrigué, quoi, on continue, et puis apparemment il était bloqué, quoi. Apparemment quelqu'un de la pièce, de la table, le gênait. Ouais. Et il se trouve qu'à un moment donné, on s'est retourné vers la fenêtre et il y avait un chat noir. Et il se trouve que mon père est décédé, j'avais 7 ans, donc mon beau-père était militaire aussi. Donc il se trouve que mon père, quand il était là, on avait un chat noir effectivement, mais le problème c'est que le chat noir sur la fenêtre, c'était pas possible puisque on était au 3e étage. Ah oui. Donc et puis après le verre, bon, pour nous sortir les yeux de la fenêtre, est parti sur le bord de la table et est tombé, quoi. Et du coup ça s'est arrêté. Et le chat n'était plus là. Donc j'aurais voulu poser la question de savoir si c'était possible que cette personne ou cet esprit, ça soit mon père, quoi. Mais attendez, parce que vous étiez combien? Vous avez tous vu le chat? Ah oui, tous, oui. On a tous vu le chat et on s'est tous tournés vers la fenêtre à ce moment-là, puisque moi j'étais un peu si vous voulez, dans les vapes un peu, quoi. Ouais. Et parce que je trouvais bizarre, quoi, et puis bon, j'ai pensé ce soir-là et du coup on n'a plus jamais recommencé parce que moi j'ai pensé que c'était mon père, donc. Et j'ai pris un peu peur, quoi. Ah oui, ça j'imagine que ça quand même, ça fait un choc. Michel Buffet, Jérémy Philippe, qui veut apporter quelques éclairages à ce qu'a vécu Patrick de Bayonne? Bien. Bon, je pense qu'il est peut-être temps qu'on parle de ces fameuses tables tournantes. Voilà, Michel Buffet. Bon, donc il faut savoir que les tables tournantes n'ont pas été inventées par les spirites de l'époque d'Allan Kardec, puisque l'abbé Poussin, dans son livre qu'il a écrit il y a un siècle, Le spiritisme devant la science et devant l'histoire, raconte que les conjurés contre l'empereur Valius utilisaient un guéridon pour connaître le successeur de Valius. Ah, à l'époque romaine. À l'époque romaine, oui. Donc il décrit comment il était fait et qu'il mettait un anneau pendu à un fil avec des lettres et qu'il devait donner le nom. Et il a donné les premières lettres d'un nom. Bon, je peux pas vous reciter comme ça de mémoire quel était l'empereur qui a continué. Mais ils se sont trompés en fait dans l'interprétation qu'ils ont donnée aux lettres suivantes, puisque celui qui a été après était un autre dont le nom commençait par les mêmes lettres. D'accord. Et donc ils ont été jugés par les Romains pour magie. Ouais. Donc vous voyez, le guéridon en lui-même, tout comme les médiums, c'est un moyen d'utiliser la médiumnité ou de faire communiquer les esprits. Mais bien entendu, ça correspondait à une période de curiosité dans les années 1850. Ouais. Et on s'en est lassé. Pourquoi ? Parce que les médiumnités, il existe tant de sortes de médiumnités qu'il est devenu beaucoup plus facile de travailler avec des médiums à incorporation ou psychographes qui vont écrire, ou dessinateurs, vous voyez, parce que il existe toutes sortes de médiumnités avec des manifestations différentes. Ouais. Alors vous aurez d'un côté des manifestations physiques avec des perturbateurs à effet physique qui seront des bruits, des tapages, des perturbations, des objets lancés, des apports, des choses comme ça, vous voyez. Et de l'autre côté, vous aurez des manifestations qui peuvent être visuelles, où il y aura des apparitions, des hallucinations aussi, parce que ce ne sont pas obligatoirement des apparitions. Mais alors, que pensez-vous donc de ce qu'a vécu Patrick ? Ce que je veux dire, donc, c'est qu'il ne faut pas s'étonner qu'il ait eu des réponses d'esprits qui se sont communiqués. Bien sûr que ça a marché et que ça peut marcher encore. Maintenant, nous aussi, dans les centres et à l'Union Spirit Française à Tours, on voit des jeunes qui prennent contact avec nous pour terroriser, disant ça a bien marché, et puis à un moment l'esprit nous a dit je viens et puis je vais te tuer. Vous comprenez ? On ne sait pas ce qui peut se passer parce que, étant des effets physiques, les tables, nous n'avons pas affaire à des esprits supérieurs qui n'ont pas d'action sur la matière. Ah oui, vous voulez dire que ce sont ce sont pas les meilleurs qui viennent, quoi. Vous n'aurez pas de véritable enseignement moral et philosophique des esprits qui viennent autour des tables. Vous aurez uniquement des communications basiques, lentes et très limitées, sur des noms, un métier peut-être, mais ils ne vous apporteront pas de connaissances particulières sur le monde spirituel que c'est limité à ce qu'ils connaissent. Et à ce qu'ils ont envie de dire.
Mais là, par exemple, en l'occurrence, est-ce que Patrick et ses amis qui ont vu ce chat noir sur le bord de la fenêtre alors qu'ils étaient au 3e étage et qui a disparu comme ça subitement, est-ce que ça peut être quelque chose de significatif selon vous? Je ne peux pas lui dire que c'est son père qui s'est matérialisé sous la forme d'un chat. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que il peut y avoir des hallucinations collectives, il peut y avoir une apparition qui est vue par tous, oui. Et il n'y a pas de raison pour laquelle un animal ne peut pas se manifester. Puisque avec le grand médium Franek Kluski, qui était polonais, il y a eu des matérialisations qui ont épouvanté les assistants par des lions ou des bêtes primitives, un homme primitif aussi, genre homme de Cro-Magnon, qui s'est manifesté, vous voyez. Ah oui, j'en avais entendu parler de cette fameuse expérience, exact. Oui. Voilà, donc si vous voulez, l'animal peut aussi faire naître une apparition. Donc, je ne peux pas donner quelle est l'explication particulière à Patrick. Oui. Mais je dis, cela est possible. Mais méfiance des tables tournantes quand même. Franchement, enfin vous n'êtes franchement pas pour. Quoi. Oui, parce que je vous dis pourquoi. C'est que ce ne sont pas des réunions, ce sont des réunions en général d'amusement, de curiosité. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des réunions sérieuses. Et là peut se manifester n'importe quoi, n'importe qui. Nous savons, nous, dans les centres sérieux de l'Union Spirit, les personnes que nous voyons venir chez nous avec les problèmes qu'ils ont. Et très souvent, chez les jeunes, nous trouvons à la base ces parties de plaisir et d'amusement qui, pour certains, malheureusement, tournent mal. Bon, je suis content pour Patrick qu'il ait eu des informations sérieuses et que ça se soit bien passé. Mais je dis, malheureusement, nous, en tant que responsables à l'Union Spirit, nous ne pouvons pas dire aux jeunes, allez-y, faites-le, il n'y a pas de risque, parce que nous savons en contrepartie que nous, en dehors d'un centre spirit sérieux, avec des médiums formés, des gens qui connaissent parfaitement la doctrine spirit et les conditions d'utilisation pour reconnaître à quels esprits on a affaire, on ne peut pas conseiller ce genre d'amusement. Oui. Patrick. Oui. Donc finalement, on ne peut pas vous donner de réponse sur ce que vous avez vu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous a fait peur et que vous n'avez plus recommencé l'expérience depuis. Ah non, depuis, non, plus jamais, non, même avec des adultes, plus jamais, quoi. Ça m'a fait assez. Mais le problème, est-ce que ça peut pas venir aussi du psychisme de tous ceux qui sont autour de la table? C'est-à-dire que ce soit vous qui l'ayez provoqué, quoi. Parce que quand on demandait des trucs sur nous, ils répondaient toujours par oui, par non, et ils répondaient toujours bon, quoi, l'esprit, quoi. Oui. Quand on leur demandait, par exemple, quel âge a cette personne, ils répondaient l'âge, quoi. Donc, est-ce que ça vient pas seulement de notre esprit, quoi? Ça peut être aussi un phénomène de votre inconscient. Michel Buffet ou Jérémy Philippe, qu'en pensez-vous? Alors, il est peut-être bon maintenant que l'on explique comment fonctionne la médiumnité, justement pour faire cette différence. Ouais. La médiumnité est basée sur le père-esprit qui est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Voilà, c'est cette... Donc, lorsque l'on s'incarne, le corps vient recouvrir le père-esprit. D'autre part, quand on est dans le monde spirituel, c'est l'esprit plus son père-esprit qui y est. D'accord. C'est ce qui explique. Le père-esprit, c'est toujours ce trait d'union entre la matière et le spirituel. Donc vous allez comprendre que lorsqu'un esprit veut se communiquer dans le monde matériel, il va utiliser quelqu'un qui aura des propriétés, il va utiliser son père-esprit pour utiliser son corps. Oui. Donc, il va, si c'est un médium à incorporation, fait utiliser le père-esprit du médium ou parler directement si c'est un médium à trans, il peut parler dans une langue étrangère ou des choses comme ça. Ça sera la médiumité, c'est-à-dire un esprit étranger, intelligent, qui va se manifester par l'intermédiaire d'un médium. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier que vous avez la personne qui a son esprit, son père-esprit et son corps. Bien sûr. Et il peut y avoir le même genre de phénomène que l'on appelle à ce moment-là de l'animisme. Vous voyez, c'est ce qui explique qu'une grande médium qui s'appelait Eusapia Palatino, au début du XXe siècle, avait des phénomènes matériels avec des esprits qui l'utilisaient. Elle allait dans des matérialisations, perdre jusqu'à 30% du poids de son corps par la matière du corps qui était fournie sous forme d'ectoplasme pour la matérialisation, mais il lui arrivait aussi de s'extérioriser elle-même, attachée sur un siège, et l'empreinte de son visage, à 3 ou 4 mètres de là, venait s'imprimer dans le plâtre.
Donc vous voyez, les phénomènes peuvent être ou d'un esprit ou de l'esprit du médium. Oui, tout à fait. Il faut être capable de faire la différence entre les deux. Donc les phénomènes, lorsqu'ils demandent si ça ne peut pas venir des assistants, eh bien, il faut savoir que les assistants peuvent créer des phénomènes similaires à des esprits qui utilisent des médiums. Quand on travaille dans l'humain, tout est possible finalement. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mis à part des gens qui sont capables sur place de faire la part des choses, ou qui ont une médiumnité qui permet de voir ou de... Vous voyez, c'est pour ça que nous disons tous, on travaille dans des centres sérieux pour confronter ce qui se passe et tirer l'enseignement et la vérité. Michel Buffet, Jérémy Philippe, vous restez avec nous. Merci Patrick de nous avoir appelés. Et puis à une prochaine fois peut-être dans les aventuriers de l'étrange. Merci, passez une bonne fin de soirée. Messieurs, je vous propose d'accueillir Serge qui nous appelle du Gers. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez des questions, je crois, à poser à Michel Buffet et à Jérémy Philippe. Oui, tout à fait. À force, en écoutant votre émission, j'ai des questions qui sont venues à l'esprit. Donc je me suis dit, il faut que j'appelle pour peut-être les poser. Une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est à quel endroit se trouvent les esprits qui sont contactés? Sont-ils encore ici, près de nous, ou est-ce qu'ils ont, entre guillemets, vraiment été libérés? Sont-ils ailleurs? Oui. Michel Buffet ou Jérémy Philippe, une réponse? Alors, les informations... Jérémy Philippe, les informations qu'on peut obtenir du monde spirituel, elles ont pour provenance donc des informations données par les médiums, et donc dans ce genre de situation, il convient d'essayer d'avoir des concordances entre des informations qui sont données par divers médiums en divers lieux. De recouper les informations. Et donc ce qui semble émerger, c'est que tout autour de la Terre, et même à des distances assez éloignées, il existe diverses cités spirituelles. Donc non seulement les esprits pourraient être parmi nous, mais aussi beaucoup plus éloignés et peupleraient des couches autour de la Terre. Donc ces informations viennent en majorité du médium Chico Xavier, puisque à travers lui, des esprits sont venus se communiquer pour donner des informations sur le fonctionnement du monde spirituel. En fait, selon l'évolution de l'esprit, selon ce dont il a besoin, eh bien, à la suite d'une désincarnation, l'esprit de la personne est transféré dans des cités où il est pris en charge. Alors ces cités spirituelles, elles peuvent avoir le caractère de la matérialité. C'est-à-dire que pour la personne, elle peut ne pas faire la différence entre le monde matériel et le monde spirituel dans lequel elle va atterrir. C'est-à-dire qu'elle peut se retrouver, par exemple, si quelqu'un se désincarne, pour reprendre votre terme, décède actuellement, peut se retrouver dans le cadre d'une ville avec une vie quotidienne similaire à celle qu'il a connue lors de son vivant. Voilà, et on peut comprendre pourquoi, parce que le choc psychologique de se retrouver dans un monde complètement éthéré d'idées ou dématérialisé pourrait être tellement fort que, bon, alors les esprits ont trouvé ça pour adapter en fait et pour faire en sorte que la désincarnation soit le moins traumatisant possible. Eh bien, ils ont trouvé cette construction pertinente, donc une construction d'une ville, d'une cité spirituelle avec des caractères de matérialité pour que l'esprit qui était attaché à la matière dans sa vie puisse retrouver des conditions d'adaptation à sa nouvelle vie. Et il y a donc différentes strates, si j'ai bien compris. Voilà. Donc ceux qui sont plus élevés se retrouvent que dans un environnement d'idées, d'émotions et de sentiments en quelque sorte. Donc totalement abstrait pour nous. Avec la possibilité de redescendre et d'aller partout. Puisque justement, s'ils peuvent aller loin de l'influence terrestre, eh bien ils peuvent s'en rapprocher. Évidemment. D'accord. Serge, c'est une première réponse à votre question? Tout à fait. Ça m'en ouvre une autre sur laquelle je me dis, donc si c'est bien l'esprit donc qui se réincarne, si j'ai bien compris, c'est bien l'esprit qui se réincarne. Sur Terre, actuellement, il y a plus de naissances que de morts. C'est pour ça que nous avons une civilisation qui grandit, d'ailleurs avec un problème de démographie. Tout à fait. Et comment se fait-il qu'il y ait assez d'esprits
pour pouvoir peupler tous ces corps, entre guillemets, oui. et en sachant qu'il y en a certains qui, a priori, restent très longtemps, hein, et qu'on peut appeler ou contacter fréquemment. Ouais, oui. C'est vrai que la question est intéressante, là, Jérémy Philippe. Il y a entre guillemets des nouveaux qui arrivent sans cesse. Oui, alors on a des descriptions de la part d'esprits à travers des médiums qui sont sérieux, dignes de confiance, qui nous disent que donc il existe divers mondes avec des évolutions qui peuvent être différentes de celles de la Terre, donc plus évoluées, moins évoluées, où la vie matérielle existe et où des transferts d'âme existent, en quelque sorte, entre ces mondes et puis le nôtre. Et donc il y a des apports continuels et il y a aussi des fuites, en quelque sorte, de personnes qui se sont incarnées sur la Terre vers d'autres mondes. Tout cela, en fait, est en régie pour la progression et trouver, en fait, l'incarnation adaptée à chacun. Oui, donc il y a des pages blanches qui naissent régulièrement, c'est ça ? Des pages blanches. C'est-à-dire des âmes neuves, quoi. Oui, il semblerait que l'esprit soit en fait créé simple et ignorant de manière permanente en divers lieux, et que d'après la thèse spirit, il y a en fait incarnation dans le monde végétal, dans le monde animal, et puis dans le monde des humains pour en fait faire évoluer le père-esprit. Oui. Et que l'esprit, au moyen des incarnations, puisse lui-même progresser. Donc la philosophie, on peut faire le parallèle encore avec les bouddhistes qui disent que il y a cette progression minérale, végétale, animale, humaine et ensuite divine. On peut faire le parallèle avec ça finalement. Voilà, sachant que la métempsychose, c'est-à-dire l'incarnation dans les animaux, n'est pas acceptée par les spirites. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Serge, qu'en pensez-vous ? Oui, c'est ça. Moi, dans mon esprit aussi, je me dis que l'esprit ne peut pas régresser a priori, qu'il a appris des choses sans cesse. Et donc, ça voudrait dire qu'une fois qu'il a fini son cycle d'incarnation humaine, entre guillemets, il va ailleurs où il arrête de se réincarner, ce qui recrée un petit peu peut-être des nouvelles pages blanches à créer. Oui. L'évolution est permanente et continue pour l'esprit. Michel Buffet, oui. Oui, la vraie finalité pour l'esprit, c'est lorsqu'il n'aura plus d'attache à la matérialité et qu'il sera arrivé au stade de pur esprit, c'est-à-dire qu'il participera avec Dieu au renouvellement des mondes et à la création. Qu'il deviendra un ange en quelque sorte. L'ange, s'il a un vêtement, il est encore matériel, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut considérer là, c'est de se dire, quand on parle de la Terre, ça correspond à un niveau d'évolution, un niveau de matérialité, mais ensuite, il n'y a pas l'obligation éternelle de se réincarner sur la Terre, parce que lorsque notre évolution, avec un père-esprit suffisamment éthéré, ne sera plus nécessaire de se réincarner sur la Terre, il existe, comme le disait Jérémy Philippe, d'autres mondes où à ce moment-là, nous continuerons notre évolution avec ce père-esprit qui sera encore décrit par les esprits supérieurs comme étant encore bien matériel, même s'il est suffisamment éthéré pour ne plus justifier d'incarnation sur la Terre. Vous voyez, c'est continu, mais là nous touchons une dimension qui n'est plus tellement humaine, puisque ça serait donner des limites à Dieu qui lui est infini. Et l'esprit immortel, déjà, c'est une notion qui nous échappe. Donc finalement, la mort n'est pas si terrible que ça, à vous entendre. D'après les esprits, c'est la renaissance et c'est la vraie vie de l'esprit. Oui, tout à fait. Sur Terre, il faut plutôt prendre ça comme le purgatoire. Souvent, c'est pas faux. Exactement, si vous voulez. Il y a du bon, du mauvais, mais le but que donne le spiritisme à l'esprit, c'est l'évolution et le progrès. Notamment moral. Si je puis me permettre, il y a un esprit, notamment celui de Bush, qui a du boulot à faire encore. Alors là, il y a du chemin. Il est peut-être pas le seul. Non, c'est vrai aussi, il y a quand même un sacré paquet. Mais heureusement, en compensation, il existe des Kardec, des Gandhi, des Sœur Teresa, etc. Faut aussi... Et heureusement. Oui, tout à fait. La balance va dans un sens. Ce que l'on admire aujourd'hui, je crois que c'est pas celui que vous avez cité. Oui.
Je suis d'accord avec vous. Serge, une autre question ou est-ce que... j'en ai encore deux qui sont liés un petit peu, mais bon, je sais pas si... Allons-y, on a le temps. C'est toujours pareil dans la logique que je suis dans ma tête, et savoir s'il serait faisable, si vos invités peuvent me dire, par exemple, est-ce que l'esprit peut choisir son lieu de retour? Est-ce que c'est lui qui choisit son lieu de retour? Et est-ce qu'il y a un minimum, je veux dire, entre désincarnation et réincarnation? De temps, vous voulez dire? Oui. Bonne question. Michel Buffet, Jérémy Philippe. Donc, les esprits disent, entre deux réincarnations, il n'y a pas véritablement de temps, il y a le temps nécessaire à préparer la nouvelle incarnation. Il existe des exemples où la réincarnation est quasi immédiate, et des exemples où cela peut durer 30, 70 ans, un siècle, plusieurs siècles. Vous voyez? Oui. Donc, maintenant, les conditions de la réincarnation, dans la mesure où l'esprit progresse en permanence, l'esprit participe aux conditions de sa réincarnation. Il participe au choix. En fonction de ce qu'il a à améliorer. Oui. Et il existe une famille spirituelle qui sera là avec des esprits plus évolués que lui, qui seront là aussi pour le guider, pour le conseiller, afin que l'incarnation qu'il décidera ne soit pas supérieure à ce qu'il est capable de supporter. Donc, bon, Dieu est vigilant là-dessus en disant l'incarnation, on doit avoir confiance parce que nous n'avons pas choisi quelque chose au-dessus de nos forces. Oui. Alors, nous allons nous incarner dans l'endroit où nous allons pouvoir réparer le passé, où nous allons retrouver des esprits familiers que l'on avait connus et qui vont nous aider encore. Donc, ça peut continuer pendant plusieurs incarnations parce qu'il existe des affinités et des améliorations communes, on se soutient. Oui, le temps n'a pas d'emprise finalement. C'est vrai, une notion qui n'est pas... Oui. qu'un esprit qui veut améliorer la musique, très souvent il va aller où? Eh bien, il va aller chez des musiciens. Il existe aussi une logique dans tout cela, parce qu'il va trouver les conditions pour pouvoir développer ce qu'il veut développer. Évidemment. Mais que font-ils pendant le temps, justement, et ça, je suis sûr que Serge se pose la question, que font-ils pendant le temps où ils sont désincarnés, quoi? Ils passent les journées à quoi, si j'ose dire? Alors, bon, pour en avoir des descriptions intéressantes, je vais rejoindre ce que tout à l'heure Jérémy vous a dit. Donc, nous avons la chance déjà aujourd'hui qu'il existe un conseil spirit international qui est représenté par 27 pays, dont notamment le Brésil, où il y a plus de 20 millions de spirites, et une organisation d'entraide vis-à-vis des difficultés de ce pays. Et ce Conseil Spirit International a pris l'initiative de traduire des œuvres de Chico Xavier, notamment les communications d'André Luiz, qui a été un médecin au Brésil, et qui a consacré 14 livres sur l'existence du monde spirituel, comment ça fonctionne, par quels esprits, à quoi ça sert, etc. Pourquoi il se réincarne, comment il se réincarne, comment il travaille dans les réunions médiumniques, etc. Toutes ces choses-là. Et actuellement, ce Conseil Spirit International a édité et traduit 5 livres en français que l'Union Spirit française et francophone à Tours a commencé à diffuser et à vendre. Là-dedans, nous avons toutes les descriptions du monde spirituel, ce qu'on y fait, pourquoi on le fait, comment ça se passe, etc. Donc, là, chaque livre faisant quand même plusieurs centaines de pages, vous comprenez que il y a de quoi assouvir sa soif, et je ne vous en décrirai jamais toutes les faces au téléphone. Mais alors, juste comme ça, rapidement, une synthèse, ils font quoi? Ils étudient, ils discutent, ils apprennent, ils vivent? Je sais pas. Ils prennent conscience de leur incarnation, de ce qui s'est passé. On les aide à comprendre, à mieux juger. Ils font le point, vous voulez dire? Ils ne sont pas inactifs. Ils travaillent dans le monde spirituel. Ils viennent en aide à des esprits souffrants qui ne sont pas encore bien, qui sont dans une phase de se retrouver. Donc ils les aident, ils leur apportent des conseils, des soins, etc. Ils vivent aussi en communauté. Il y a des esprits supérieurs qui viennent se communiquer pour leur dire les justifications de la prière. Et, par exemple, quelque chose qui est très intéressant. André Luiz, dans le monde spirituel, est en contact avec des responsables de cités, comme le disait Jérémy, où se trouvent des esprits. Et les responsables, ces genres de ministres qui sont là pour aider, sont des esprits très évolués. Et vous n'avez pas besoin, André Luiz n'a pas besoin de poser la question, l'intéressé répond.
parce qu'il sait ce qu'il va dire, il lit en lui, tout comme il lit son passé. D'accord. Et il adapte sa réponse intelligente à ce qu'il a besoin d'entendre. Ouais. Bon, ça c'est le monde spirituel. Il est évident que ici-bas, si on lisait toujours parfaitement les pensées de celui qui est en face, le progrès serait loin. Tout à fait. Ouais, hein? Mais Donc, alors... voilà ce qui est décrit dans le monde spirituel. Ça, c'est une face. Oui. Serge ? Oui. On a fait le tour, là, à peu près. Enfin, oui, on a fait le tour. J'en ai sûrement d'autres qui reviendront en continuant l'émission, mais je vous remercie. D'accord. Merci en tout cas d'avoir appelé. Messieurs, je vous propose d'accueillir donc Catherine qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Je vous écoute. Alors, moi, c'est plutôt un message d'espoir que j'aimerais faire passer. Parce que nous avons perdu notre enfant qui est décédé à l'âge de 20 ans d'un accident de voiture le 11 décembre. Enfant unique, qui plus est. Donc, évidemment, c'est totalement monstrueux, inacceptable et particulièrement douloureux. Et encore, le mot douloureux me semble dénué de sens par rapport à ce qu'on peut ressentir comme souffrance. Du manque et de tout ce qui va avec. Parallèlement à ça, il se trouve que j'ai toujours cru aux esprits. Je pense que quelque part, ça m'a sauvée. Mais n'empêche que devant ce tel drame, c'est particulièrement difficile. Donc, j'ai une amie qui vit en Belgique, à Liège, qui depuis 3 mois allait avec la photo de mon gamin dans un centre spirit, dans l'espoir d'avoir un message de mon gamin, pour pouvoir me faire du bien. Parallèlement à ça, moi j'ai cherché un centre dans le Lot-et-Garonne. J'ai fait des pieds et des mains parce que je n'en connaissais pas. J'ai réussi à trouver une adresse sur Internet. Et là, miracle pour moi, j'en trouve une association de gens absolument extraordinaires, au passage, à côté d'Agen. Mais qui ne font pas partie de l'Union Spirit française et francophone, si? Tout à fait. Ah, très bien. Une association, l'association passageoise, je crois, d'études spirites Allan Kardec, qui font tout à fait partie qui est présidée par mon Jean-Pierre, ami Jean-Pierre Pipino. Tout à fait. Bien, parfait. C'est d'ailleurs lui que j'ai rencontré en premier. Ça m'a fait un bien, mais je crois que même lui ne pourra jamais savoir à quel point il m'a fait un bien fou. Et le lendemain, le fameux mercredi, il y a 15 jours, me voilà partie dans ma petite Clio, 1 heure de route pour aller assister à une séance. Le même soir, 1h30 plus tôt, mon amie Myriam était en Belgique, à Liège, dans une séance de médium. Sans que vous le sachiez ou vous étiez au courant? Je le savais. D'accord. Je le savais. Donc la séance a lieu. D'abord, je rencontre ces gens qui sont d'une gentillesse, mais il n'y a même pas de mots pour décrire tout ce qu'on peut ressentir au cours d'une soirée pareille. Tellement on se sent rempli d'énergie, de gentillesse, je dirais même d'amour. En fait, c'est incroyable. Mais il se passe véritablement des choses que je n'arrive même pas à expliquer. Donc me voilà partie à cette séance, et puis effectivement, il y a eu des visions et des messages, notamment un message de mon gamin à un médium, Didier, pour ne pas le citer. Et au cours de ce message, il parle d'une sensation d'étouffement très forte. Alors évidemment, j'ai eu un doute. Le gamin n'a pas donné son nom, ni pas de détails. Je me suis dit, c'est peut-être mon gamin, mais c'est peut-être pas lui, ça fait rien, il faudra prier pour lui. Parce que le gamin, d'après les rapports, le gamin s'est endormi, il est décédé sur le coup, sans s'être réveillé. Donc c'est vrai que pour nous parents, on se dit, il n'a pas souffert, c'est déjà... Un élément de consolation au moins, oui. Tout à fait. Je rentre à la maison, 2h moins le quart du matin, j'ai un message sur mon répondeur. « Allô Catherine, c'est Mimi, j'ai un message de Julien. » Je téléphone, elle me donne le message, et entre autres, la médium qui s'appelle Viviane a ressenti une sensation d'étouffement, exactement comme l'autre médium, à Agen, sauf qu'à 1h30 d'intervalle. Oui. Quand vous dites Julien, c'était le prénom de votre enfant? C'est mon enfant. Oui. Et là, évidemment, ça m'a torturée toute la semaine, parce que je me suis dit, en fait, il a souffert, il s'est senti partir, ça m'a torturée toute la semaine. J'en ai pas dormi. Semaine dernière, je retourne, sans avoir dit là-bas aux gens qui sont là-bas, qui sont adorables, Alain, Jacqueline, Jean-Pierre, Didier, Michel, à quel point ça m'avait torturée.
Et ce soir, la semaine dernière, c'était séance assistance spirit, c'est-à-dire que vous présentez quelqu'un de décédé ou de vivant pour lequel on doit prier, parce que la personne est malade ou en souffrance. Et évidemment, je présente mon gamin. Je présente mon gamin, et là, il y a eu des messages de mon enfant. Notamment celui qui est à côté de moi, Michel, qui est adorable aussi, il en a eu un, et le gamin n'arrêtait pas de lui dire impeccable, impeccable. Et effectivement, c'est un terme qu'il employait souvent. Mais comme si ça suffisait pas, à l'autre médium, qui était encore de l'autre côté, il a envoyé des visions. Il a beaucoup d'humour, il est adorable, mon gamin, mais en plus il a beaucoup d'humour. Il a envoyé un ovni, il a envoyé, et ça c'était pour moi, parce qu'on bataillait toujours au sujet des ovnis. Il a envoyé un feu d'artifice, et par contre il a expliqué, c'est ça qui est fou, il a expliqué sa sensation d'étouffement. Il a expliqué que ce qui l'étouffe, ce n'est pas l'accident du tout. Il ne comprend pas pourquoi. C'est les questions qu'il se pose qui l'étouffent. Je me suis dit, mais c'est complètement fou. À la fin, on en a discuté, et Didier m'a expliqué, m'a dit, en fait, tu vois, voilà, ça t'a torturé toute la semaine, regarde, ce soir ton gamin il vient, et il t'amène la réponse aux questions. Et ça ne suffit pas, il y a un médium qui s'appelle Alain, lui aussi, adorable, ils sont tous adorables ces gens-là, il a eu un message, et alors là, scotché sur place, je peux vous le lire, il est relativement court. Merci de vous occuper de moi, je suis heureux de voir l'attention que vous m'apportez. Je souris de vous voir unis avec maman, c'est formidable. Je suis bien, merci à tous. Je suis vite partie, mais ici c'est merveilleux. Je ne regrette pas. Et à la fin, Alain me regarde, le médium, et il me dit, là je ne sais pas si c'est une bêtise, de l'humour ou quoi, mais il va bien le lapin. Et là j'étais remplie d'émotions. Parce qu'en fait mon gamin, je l'appelais toujours mon lapin. Et ça, mais pour moi ça a été immédiat. Évidemment, c'est un message de mon gamin, et le fait de dire « il va bien le lapin », ça s'adressait particulièrement à moi. Donc le médium ne pouvait pas le savoir. Ah non, personne ne... en dehors de mes proches, c'est-à-dire mon époux, nos amis très proches et la famille très proche, personne ne sait que j'appelais mon gamin le lapin, d'autant que ça l'agaçait, en devenant grand, ça l'agaçait, qu'il en avait marre, il me disait toujours « c'est ridicule, arrête de m'appeler mon lapin ». Bon, et là, à la fin, il dit « il va bien le lapin ». Ça ne peut être que mon gamin. Alors évidemment, ça m'a rempli d'émotions, et ça nous fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que je sais qu'il est là, qu'il nous entend, qu'il nous voit. Donc, écoutez, ça aide à continuer, ça aide à ne pas se suicider parce qu'on souffre trop, qu'on est trop malheureux et qu'on ne peut pas supporter ce drame insupportable. Donc, moi, ça m'apporte un bien, mais fou, complètement fou. Une question complètement triviale, mais que je me dois de vous poser, ma chère Catherine. Ça vous a coûté combien? Alors, je vais vous le dire en toute sincérité, 0 francs. Et je vais même vous dire mieux. La première fois que j'ai rencontré le président de cette association, Jean-Pierre, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a offert, alors là il faut le faire, il m'a offert le livre des esprits d'Allan Kardec. Livre que je voulais acheter, et qui coûte ce qu'il doit, mais c'est quand même une dépense à faire. Il me l'a offert. Ça ne m'a coûté strictement rien. 0 francs, 0 euros, rien. Rien du tout. Rien. Non seulement ça ne coûte rien, mais en plus vous êtes entouré de gens, mais que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Alors là, je peux vous donner ma parole. Ce sont des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, avec lesquels immédiatement vous vous sentez bien. Pour la première fois depuis le 11 décembre, je suis sortie de chez moi pour aller ça se passe en plus dans la maison particulière de Jean-Pierre, ça ne se passe pas dans une salle. Écoutez, je suis sortie de cet endroit, j'étais bien, mais bien comme ça ne m'était pas arrivé depuis la mort du gamin. Depuis longtemps, Michel Buffet, Jérémy Philippe, évidemment, vos réactions après ce témoignage. Ce que je voudrais surtout dire à Catherine, c'est que Jean-Pierre Fépineau l'écoute, puisque je l'ai eu au téléphone ce matin. Figurez-vous que j'en suis ravie. Écoutez, voilà, et que les gens que vous avez cités, je les connais parce qu'il m'arrive, dès que je le peux, de les rejoindre, puisque moi j'habite Narbonne,
d'aller les rejoindre pour travailler avec eux, parce que ce sont évidemment des gens charmants. Ce qui est intéressant dans ce que Catherine a dit, c'est que elle a justifié pourquoi nous préconisons de ne pas travailler seul la médiumnité, mais dans des centres sérieux, parce que les différents médiums confirment les choses. Et là, nous avons des preuves. Tout à fait, tout à fait. Oui, là, c'est des preuves ce que vous me dites, Catherine, ça me fait plaisir, mais sachez que ça, nous le vivons très très souvent. Eh bien, c'est merveilleux. Et que la récompense de gens comme Jean-Pierre, comme nous, c'est pas... on le fait gratuitement parce que c'est le sourire des gens et le bien et la charité que l'on peut apporter qui nous récompense au centuple. Oui. En tout cas, vous, Catherine, ça vous a fait un bien énorme et ça vous a permis d'accepter le deuil. Non, je ne suis pas encore dans cette phase-là. Hein. Bien évidemment, on souffre, on est malheureux, on le vit très très mal. Mais bon, c'est encore frais, attention. Hein. Et puis c'est au jour le jour. C'est même le moment après le moment. Mais ça m'a fait un bien, mais je ne trouve même pas les mots pour dire, parce que vous êtes dans une telle situation que, en fait, votre vie est totalement anéantie, ou en tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Bien sûr. Vous avez une seule envie, c'est de mettre tout en ordre et d'aller vous suicider, puisque vous êtes tellement mal et tellement votre vie il n'y a plus de but, c'est l'anéantissement. Donc, le fait d'avoir eu ces messages du gamin, ça veut dire que effectivement il y a quelque chose. Après, mais ça je l'ai toujours su bien avant. J'ai toujours cru aux esprits, j'ai toujours senti qu'on était entouré de tout un tas de monde. Mais là vraiment, le fait, quand Alain a dit il va bien le lapin, mais c'est une explosion, explosion de sentiments, d'amour, de joie et on se sent mais soulagé, complètement soulagé. On se dit bon, effectivement, c'est bien lui, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un esprit farceur ou je ne sais quoi, c'est lui. Donc le premier message qu'il avait donné en Belgique, c'était: vous me pleurez beaucoup trop, ça m'empêche de monter, j'ai besoin de monter pour ma propre évolution. C'est ce que le gamin a dit. Vous devez prier pour moi, vous devez penser à moi avec joie et amour. Avec amour, c'est facile. Avec joie, je me suis dit, tu sais, avec joie... ça va pas être évident, quoi. Non, c'est pas évident du tout, ça l'est pas encore maintenant. Mais c'est vrai que ça vous aide à... Ça vous booste et puis ça vous remplit d'espoir. Donc, moi, sans ça, sincèrement... j'aurais de toute façon tout fait pour avoir des messages de mon gamin. Tout. Je m'apprêtais à l'appeler à la maison, tout en sentant que c'était pas forcément une bonne chose. J'aurais fait n'importe quoi pour avoir des messages de mon gamin. Donc, Catherine, je profite de ce que vous êtes en train de dire pour en parler justement à ceux et celles qui nous écoutent. C'est pour ça que je vous ai posé cette question: combien est-ce que ça vous a coûté? Parce que il y a évidemment dans ce genre de situation, plein d'escrocs qui profitent de la détresse de certains et certaines qui ont perdu un être proche, un mari, un enfant, pour essayer de leur soutirer de l'argent. Donc méfiez-vous, vraiment méfiez-vous de ce genre de situation. Essayez autant que faire se peut. On sait que quand on est en souffrance, c'est difficile, mais d'aller ailleurs. Je ne veux pas faire de prosélytisme pour l'Union Spirite française et francophone, ça n'est pas le propos, mais allez ailleurs, allez chez un psy, allez chez un ami, mais allez chez des gens qui ne vous demanderont rien. Ça, c'est très important. Et je rajouterai une petite chose quand même, qui me semble importante. C'est que quand on perd quelqu'un de très très proche, un enfant, un époux, une épouse, frère, sœur, je crois que les gens devraient, peu importe au stade où s'ils croient pas, je crois que d'une part on devrait beaucoup prier, déjà pour la personne qui est décédée, mais en plus on devrait être particulièrement vigilant et faire attention, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est entouré de signes que la personne décédée nous donne. Il y a plein de signes, nous on en a eu. Il y a des gens autour de nous qui ont eu des signes de mon gamin disparu. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi. Faire attention aux signes, peu importe, courant d'air, souffle, peu importe. Je crois que si on fait un petit peu attention, on s'aperçoit qu'effectivement ils sont là.
Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, de rien. Merci. Je vous fais de grosses bises et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Henri nous appelle du Tarn pour nous faire part d'un témoignage. Henri, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoute. Alors vous avez participé à une séance de table tournante, mais vous êtes arrivé avec, je dirais, un état d'esprit sans faire de jeu de mots très particulier, en se disant, bon allez, je vais bloquer tout ça, on va rigoler, quoi. Disons que je suis, assez cartésien. Je crois que ce que je vois, disons, et avoir entendu dire que les tables tournaient, avoir fait tout un tas de choses, j'étais un peu sceptique. Et j'ai la chance d'avoir d'excellents amis dans les Corbières, un charmant petit village, et la maman de mon copain fait de temps en temps tourner des guéridons. D'accord. Et disons que par curiosité, parce que je personnellement j'y croyais pas, j'ai un petit peu forcé cette dame parce qu'elle n'y tenait pas, parce que soi-disant on peut invoquer des esprits mauvais et donc les faire venir dans sa maison et après ne plus pouvoir les faire partir. Disons que elle était un peu réticente et donc j'ai réussi à la convaincre et le jour convenu, elle est venue avec un crucifix et un bol d'eau bénite pour éventuellement chasser les mauvais esprits. Bon, donc vous avez dû vous dire, bon, allez, on y va. Voilà, donc moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été élevé par les Pères Blancs en Afrique, j'ai une culture religieuse catholique, mais j'ai pris beaucoup de distance avec la religion, et je suis, athée. Enfin, l'ancien nom c'était mécréant, disons. D'accord. Je ne crois pas à tout un tas de choses comme ça. Et donc cette dame-là a créé une ambiance, a fermé les volets, a fermé la porte. Nous étions trois, son fils, cette dame et moi. Et elle nous a donné des consignes qu'il fallait se mettre les mains sur ce petit guéridon léger, qu'il fallait, effleurer le guéridon, il fallait se toucher le bout des doigts. Et surtout pas, contrarier le mouvement qui allait se faire, et si la table bougeait, il fallait suivre le mouvement. Voilà. Et donc cette dame-là a fait une prière, elle a invoqué les esprits, et effectivement, moi j'ai commencé à sentir une petite vibration, que le guéridon commençait à résonner, entrer en résonance. Moi, avec les genoux, j'ai essayé de bloquer le pied du guéridon que j'avais, et au lieu d'effleurer la table, j'ai avec mes pouces appuyé comme un âne sur la table pour pas qu'elle bouge. D'accord. Et puis cette dame m'a dit, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose, mais c'est pas flagrant, il y a quelque chose, mais je le sens pas bien. Bon. Parce que comme c'était la pénombre, on ne voyait pas ce que je faisais. Évidemment. Et puis au bout de 2-3 minutes, j'ai dit quand même, je vais jouer le jeu, puisque je suis venu voir ce que c'était. Eh ben, il faut quand même aller jusqu'au bout, quoi. Aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Et cette dame-là nous avait dit, si l'esprit arrive, chacun posera une question mentalement à tour de rôle à cet esprit. Et donc moi, quand ça a été mon tour, j'ai voulu vérifier si la question que j'allais poser était vérifiable en quelque sorte. Ouais. Donc j'ai demandé, puisqu'on avait dîné avec ses amis, combien de versales il y avait dans l'évier actuellement. Donc je ne savais pas, et je pense que personne autour de moi ne le savait. Donc la table a bougé autant de coups qu'il y avait de versales. Ouais. Je me suis absenté 30 secondes pour aller compter les versales qu'il y avait dans l'évier, et c'était effectivement le bon nombre. Donc moi j'étais assez troublé. Ouais. Et après on a posé d'autres questions. Moi j'ai posé une question à l'époque, je n'avais pas de fils, et j'ai demandé si j'aurais eu de la chance un jour d'avoir un fils, et ça m'avait été répondu oui, et donc j'ai eu par la suite un fils. Ouais. Donc c'est assez troublant. Moi qui suis très cartésien, c'est des choses qui m'interpellent quelque part. Mais ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu. Ça, il n'y a pas de contestation possible. Ouais. Et ça a bien bougé tout seul, quoi. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est cet aspect religieux qui tourne autour de ça. Ouais. Parce que on parle de la religion catholique, mais on parle pas tellement des expériences avec les bouddhistes, avec les musulmans ou avec les israélites. Ouais. Est-ce
que c'est réservé, est-ce que c'est l'apanage qui est réservé aux catholiques? Est-ce que il faut être croyant, enfin, pour pouvoir faire tourner ces tables? Je ne sais pas du tout. Bonne question. Merci en tout cas, Henri, de nous avoir appelés. Michel Buffet, Jérémy Philippe, une question intéressante, œcuménique. Est-ce que les Israélites le font? Est-ce que les musulmans le font? Est-ce que voilà, parce qu'il y a une forte connotation, on le disait tout à l'heure, judéo-chrétienne quand même dans votre discours. Non, la médiumnité n'a pas existé que chez des catholiques. Oui, parce que vous avez parlé de Romains tout à l'heure, c'est vrai. Non, et même des médiums, vous en avez partout, vous en avez en Inde, oui. C'est pas l'apanage d'une religion. Tout à fait. Et le spiritisme est religieux parce qu'il unit à Dieu, mais il n'est pas une religion. C'est-à-dire, comme je vous disais au début, nous, dans les réunions spirites, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas... c'est l'esprit qui utilise un médium. Pourquoi voulez-vous qu'il ait besoin de gros sel ou de choses comme ça? Non. Oui. Donc, vous n'écarterez pas des mauvais esprits qui ont envie de plaisanter. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut juger l'esprit à son message. Tout à fait. Hein, et à ce qu'il est en vérité, même s'il essaye de nous tromper. Hein, mais bon, si vous voulez, toutes ces choses-là, ça n'a pas le caractère religieux, même si le fait de dire que nous disons que Dieu existe et qu'il nous a tous créés égaux, etc., et que c'est normal que l'on retrouve des discours identiques, que lorsque l'on dit que le Christ était le plus grand médium, il est évident qu'il est une référence pour nous, comme il l'est pour d'autres chrétiens, bien sûr, comme il l'est aussi pour des musulmans. Oui, évidemment. Bien sûr. Tout à fait. Voilà, donc c'est un médium qui est universel, celui-là. Tout comme lorsque l'on parle de Moïse, l'étape de la loi, c'est quand même un médium, c'est un fait médiumnique, physique. Oui. Hein? En tout cas, mais merci. Bon, toutes ces affaires-là, si vous voulez, bon, on a parlé tout à l'heure avec Catherine de Liège. Bon, Liège est adhérente aussi au Conseil Spirit International, et je pense qu'elle a eu affaire à Jean-Paul Évrard, qui a son centre à Liège. Donc c'est amusant de voir les concordances qui existent dans le monde spirituel. Bon, une chose quand même que je juge importante, parce que tout le monde ne peut pas aller dans les centres, et tout le monde est intéressé par le spiritisme, c'est de savoir aussi que la revue Spirit qui avait été créée par Allan Kardec, qu'il avait fait paraître à son époque, en 1958, savoir que le Conseil Spirit International est co-éditeur maintenant avec la France, et que cette revue Spirit existe en français, existe en espagnol, et qu'elle est en train d'être traduite maintenant en portugais et aussi en espéranto, parce que on considère que l'espéranto sera une langue qui permettra à tout le monde de pouvoir se comprendre. Ça, ce serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait bien. En tout cas, Michel Buffet, je donne 2 sites internet où l'on peut avoir des informations. Le premier, c'est union-spirit.fr. Et un autre site internet qui est spiritisme.net. Voilà, tout simplement, ça c'est vraiment le plus simple, spiritisme.net ou union-spirit.fr. Voilà. Michel Buffet, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne nuit. À vous aussi. Jérémy Philippe, merci. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.